Bonsoir à tous et merci d'être avec nous pour ce journal. Voici les titres que nous développerons. 9 Vénézuéliens présentés en comparution immédiate, interpellés en mer. Ils transportaient de l'herbe de cannabis. La crise sociale et économique que vit le pays ne serait pas étrangère. Une autopsie attendue et pratiquée ce mercredi, celle du corps de l'homme retrouvé mort dans sa voiture samedi à Dillon. Sa famille s'est portée partie civile. Les urgences croulent sur l'affluence, plus 25% ces dernières semaines. Et parmi les malades, des seniors abandonnés par leur famille, le CHUM met en place un dispositif de visite à domicile. Augmentation des plaintes pour viol et agressions sexuelles, plus 14% entre 2017 et 2018. Dans ce journal, le portrait d'une femme qui a décidé de briser le silence 25 ans après les faits. Kathleen Marant, psychologue clinicienne à la police nationale, sera notre invitée dans un instant. Et puis mercredi, jour des enfants, nous irons au centre aéré de Redoute où ils ont eu le choix aujourd'hui entre gommiers et voiles. Une expérience enrichissante qui a fait naître quelques vocations. 9 Vénézuéliens présentés en comparution immédiate. Ils ont été interpellés en mer par la Marine nationale. Ils convoyaient de l'herbe de cannabis. Un procès sur fond de crise sociale et économique au Venezuela. Alain Livory et André Kionkion. 4 ans de prison, dont 18 mois avec sursis, c'est à cette peine que les 9 Vénézuéliens ont été condamnés au tribunal correctionnel. Pour trafic d'herbe de cannabis, au total, 43 kilos ont été récupérés. Le 9 février dernier, ils avaient été interceptés par la Marine nationale au large de Sainte-Lucie. Des Vénézuéliens qui ont déclaré qu'ils avaient tenté cette aventure à cause de la situation économique de leur pays. Pour les avocats, c'est quelque part le procès de la misère qui s'est déroulé. Je crois que ce procès symbolise la misère qu'on a dans le monde entier. En ce moment, on voit qu'il y a des problématiques partout, mais particulièrement au Venezuela où on voit que le pays est coupé en deux. Et ceux-ci, dans leurs difficultés de tous les jours, les marchands de mort, de misère, peuvent facilement les recruter. Et compte tenu des difficultés, mais qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent des risques, comme a dit ma consoeur, inconsidérés, et puis ils se retrouvent là. Ce sont des gens qui viennent du Venezuela. Ils viennent parce qu'ils ont des difficultés à nourrir leur famille et qu'une des seules possibilités qui s'offrent à eux, ceux qui sentent le mieux, ils prennent des risques. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils montent sur des bateaux pour gagner un petit peu, pour pouvoir se payer un peu de nourriture pour leur famille. Et donc ils prennent des risques et on en est là aujourd'hui. Les 9 accusés ont entre 24 et 55 ans. Ils avaient tous un casier judiciaire vierge avant les faits. Ils ont été conduits directement à la prison de Ducos. L'autopsie du corps de Jason Innes, un Martiniquais de 36 ans, a été pratiquée cet après-midi. Un homme de 36 ans retrouvé mort dans son véhicule à Dallas, à la cité d'Illon, samedi dernier. La famille s'est constituée partie civile. Franck Edmond Mariette et Guillaume Fraissinet. Seule la mère de Jason Innes accepte de témoigner à visage découvert. Une famille sous le choc. Elle a beaucoup de mal à accepter les conditions dans lesquelles ce fils, ce frère, ce père de famille de 36 ans a été abattu à Dallas, à Dillon, le week-end dernier. Je dis à mon caractère que la justice ne pas ça, moi il faut des masses, parce que moi même pas ça qui m'a fait à mort. Et je suis son petit bolon, mon pédé c'est boîte droite, parce que moi besoin de l'auto, moi manger c'est lui, je suis c'était chef mécanicien, je suis c'était capitaine bateau, je suis c'était un homme à tout faire. Martiniquais d'origine sainte-lucienne, Jason réside à la cité d'Illon au bâtiment Le Galion à plusieurs mètres du lieu du drame. Vendredi, c'est en fait le soir et qu'il aurait laissé son appartement. Il était avec nous jusqu'à 23h et après, je ne l'ai plus vu après ça. Donc je ne sais pas, après les 23h, où est-ce qu'il était. Depuis près de 3 ans, il occupait les fonctions de mécanicien de bateau au marin. Un homme attentionné, comme le précise la mère de ses 3 enfants. C'était une bonne personne. Ça fait 20 ans. Ça fait 20 ans que nous sommes ensemble. On a 3 enfants ensemble. C'est un bon travailleur. C'était pas quelqu'un qui était sous trafic. C'était pas quelqu'un qui était armé. Donc, il ne méritait pas ça. Donc moi, aujourd'hui, ce que je demande, c'est que justice soit faite. Pour en savoir plus, les 3 frères et sœurs de Jason Innes, sa mère, sa compagne, se constituent partie civile. On a dans ce dossier pour l'instant une famille qui est terrassée, qui ne comprend pas pourquoi ce jeune a été abattu de la sorte. Aujourd'hui, ils se sont rapprochés pour se constituer partie civile pour avoir rapidement accès au dossier.
L'autopsie du corps de Jason a été pratiquée cet après-midi. Les investigations se poursuivent. L'enquête est confiée à la police judiciaire. Que s'est-il passé aux urgences de Vierzon? La famille de la petite Alamaya Rizal, 4 ans, est dévastée. Elle avait été emmenée pour des symptômes de gastro et une fièvre à 38. Aucune explication ne leur a été donnée suite à son décès. Le reportage de nos confrères de France 3 Orléans. Michel et Myriella Rizal n'en peuvent plus d'attendre. Près de 3 semaines après le décès de leur fillette Alaïna aux urgences de l'hôpital de Vierzon, ils ne savent toujours pas ce qui s'est passé. Quel mal a bien pu emporter leur enfant? Ils sont arrivés vers 11 h du matin. La petite avait 38 de fièvre et ce qui ressemble à une gastro. Ma fille faisait 38 de fièvre, j'ai dû attendre le couloir pour des heures. Un bout d'un moment, ma fille a fait malaise. Elle était debout, elle n'arrivait plus à tenir sur ses jambes. J'ai expliqué à la dame à l'accueil, j'ai dû entrer de force dans le bureau pour lui expliquer. C'est à ce moment-là qu'ils ont pris ma fille en charge. L'enfant serait déshydratée. Elle reçoit une perfusion. Après quelques minutes, son état s'améliore. L'urgentiste, en lien avec l'hôpital de Tours, fait pratiquer une échographie, une radio, puis une ponction lombaire. Le médecin ne décèle rien de particulier. Il décide de la transférer à Tours, à l'hôpital pour enfants. Michel retourne dans la salle d'attente. Ne voyant pas le médecin revenir, il revient à la chambre de sa fille. Vu que je n'ai pas vu le médecin, je suis retourné dans la chambre. En arrivant dans la chambre, ils n'ont pas voulu que je rentre. Je suis resté dans le couloir. Je vois il y a plusieurs médecins qui rentrent dans la chambre en courant. Alors je demande ce qui se passe. Tout le monde me dit de sortir. En m'approchant plus près de la porte, je vois qu'il y a plein de tuyaux qui sont branchés sur ma fille. Il y a des tuyaux qui aspirent du sang. Il y a ses yeux qu'ils ont mis un scotch transparent sous ses yeux pour fermer ses yeux. Moi, je ne comprends pas. Je demande des explications, mais dit rien. Un moment après, il y a un médecin qui vient me voir, qui m'explique que ma fille vient de faire un arrêt cardiaque. Vers 20 h 30, le médecin vient annoncer le décès d'Alaïna. Ils ne nous ont pas donné d'explication. Nous sommes repartis en pleurant, en criant et tout. Une autopsie a été faite. Aujourd'hui, les parents attendent toujours le dossier médical de leur enfant et désormais une réponse de la justice à cette mort mystérieuse. On en parlait la semaine dernière, les urgences connaissent ces derniers temps une affluence plus 25%. La faute à la grippe, à la dengue, mais parmi ces malades, des seniors abandonnés par leur famille, injoignables. Le CHUM propose d'organiser des visites pour s'assurer de la bonne prise en charge du malade à l'extérieur. Stéphanie Octavia, Stéphane Petitfrère. L'équipe de coordinateurs de parcours du CHU est toute récente, à peine 2 ans. Elle se compose uniquement de Nicole Ursulé et Omer Murté. Leur mission, aider les patients qui ont du mal à quitter l'hôpital, soit parce que le contexte est difficile, soit parce qu'aucun proche ne veut les accompagner. En moyenne, ça concerne 10 patients par jour, dont 3, qu'ils visitent à domicile. Il s'agit après la sortie de vérifier la bonne prise en charge de ces patients pour éviter qu'ils ne reviennent bloquer des lits à l'hôpital, si ça n'est pas une vraie nécessité. Aujourd'hui, Omer et Nicole vont visiter Alain, 67 ans. Il souffre d'un début d'Alzheimer et samedi dernier, il s'était retrouvé à passer 24 heures aux urgences. Sa famille n'était pas très pressée de le retrouver. Seuls un frère et une sœur sont en mesure d'aider Alain au quotidien, car la fratrie a perdu 2 frères récemment, dont il a aussi fallu s'occuper. Je sortais à peine le nez de l'eau. Celui-là vient se retrouver comme ça, alors ça me fait une surcharge parce que je dois travailler, j'ai des heures de travail assez régulières, de 7h moins le quart jusqu'à 5h30, je travaille. Et c'est le mercredi que j'ai le temps pour faire mes affaires, et le mercredi il faut que je monte, le samedi il faut que j'appelle mon petit frère, ou soit lui soit moi, on monte, et il faut faire avec le samedi, dimanche, il faut qu'on se relaie. Ça fatigue, hein. En plus de ce travail, ça fatigue. Alors là, des moments, je me sens aboutie. Il a de quoi financer, je vais aimé qu'on le place parce que nous fatiguons, nous sommes actifs, nous travaillons toujours. Au final, Alain est plutôt bien installé. Cet ancien technicien de France Télécom vit seul, à Ducos, et il garde encore un peu d'autonomie et de vivacité d'esprit. Ici, c'est plutôt la prise en charge médicale qui pêche. Et très vite, l'équipe de sortie complexe va proposer plusieurs solutions et un accompagnement à la sœur aidante familiale. Il a de très bonnes conditions de vie, et puis c'est un monsieur qui, je pense, quand je l'ai laissé ce week-end, je vois qu'il est mieux dans son environnement. Il est déjà plus rayonnant,
il paraît plus frais. Moi, je crois que c'est monsieur... Il y a juste une éducation de maintien à domicile à faire. Ou bien mis caillou. C'est ça, oui. C'est ça. Maintien à domicile ou placement en institution, la sœur épuisée dit vouloir placer Alain. Mais ce dernier souhaite rester chez lui. Il est vrai que pour la famille, la prise en charge d'une personne âgée, atteinte qui plus est d'Alzheimer, est particulièrement lourde et compliquée. Encore plus quand la famille habite sur Fort-de-France, quand elle est encore active professionnellement et quand le patient habite à Ducos, comme c'est le cas ici. Pour les dents, ça peut être la solution pratique, mais pour le patient, parce qu'il a quand même demandé un maintien. Il veut quand même rester dans son environnement. Donc cette démarche peut aboutir, mais pas brutalement. L'équipe constituée par Nicole Ursulé et Omer Murté a pour principal objectif d'éviter l'engorgement de l'hôpital par des patients dits bed-bloqueurs ou bloqueurs de lit. Mais elle a surtout une mission humaine en favorisant et améliorant le métier à domicile de ces patients, pour la plupart âgés de plus de 75 ans. Aujourd'hui, il travaille de plus en plus avec les mairies car il s'agit souvent de personnes isolées ou vivant dans le plus grand dénuement. De quoi nous faire tous réfléchir quand on sait que nous serons sous peu le territoire le plus vieux de France. Le nombre de plaintes pour viol et agressions sexuelles a augmenté de 14% entre 2017 et 2018. Des plaintes suite à des actes qui parfois sont antérieurs, comme cette femme qui a décidé de porter plainte après 25 ans, de briser le silence. Le témoignage recueilli par Nathalie Josse et William Zebina. J'ai subi plusieurs années d'inceste. Aujourd'hui, je peux mettre un nom sur cette problématique, puisque j'appelais ça un viol. Et avec la maîtrise maintenant de ce problème, j'ai compris que ce n'était pas que des viols. Derrière ce viol, il y a un nouveau mot qui s'appelle l'inceste, puisque l'inceste, ça vient d'un membre de la famille, de la belle famille. Donc effectivement, ça a débuté à ma connaissance à l'âge de 5 ans jusqu'à mes 10 ans. Ce mal-être qui ne l'a jamais quitté, des souvenirs qui refont régulièrement surface, alimentant peur et angoisse. Pour Maria, ce membre de sa famille très proche a complètement détruit sa vie. Ça m'a beaucoup perturbée, donc j'ai exprimé ça par un comportement des fois violent, même irrespectueux envers certaines personnes, parce que c'était ma manière de m'exprimer, d'exprimer ma colère, d'exprimer mon dégoût, d'exprimer mon questionnement, parce que c'est aussi un questionnement, on se demande pourquoi, comment, et il y a plein de questions qui restent sans réponse. Pourquoi, alors tant d'années plus tard, Maria décide de porter plainte contre cet homme? C'est lorsqu'un jour ma mère m'apprend que ma nièce, la seule nièce que j'ai, se retrouve en contact avec cette personne qui m'avait agressée. Donc ça a fait une explosion dans ma tête. Je me suis dit plus jamais ça, il ne faut plus que ça arrive, et que si ça arrivait, que ce monsieur, je le tuerais, quoi. Dans sa famille, c'est l'omerta. Personne ne veut en parler et la démarche de Maria est très mal perçue. C'est eux qui m'ont poussé à porter plainte, parce que même si ça me trottait, mais je n'avais pas envie d'exploser cette famille qui fait semblant d'être unie. Je n'avais pas envie de les exploser plus que ça. Je voulais juste avoir des réponses. Mais le comportement familial, je me suis dit non, c'est pas possible. Si j'ai révélé aujourd'hui cette situation et qu'il y a tout ce complot encore pour étouffer, c'est qu'il y aura encore des victimes et on va encore étouffer. Pour Maria, l'impunité dont jouit son agresseur est aussi pour elle une double peine. Il est là, il vit sa vie, il est bien, il est glorifié par tout le monde, parce que malheureusement, ce sont des gens qui réussissent très bien et puis qui cachent tellement bien leur perversité. Aujourd'hui, Maria est déterminée à se reconstruire, et ce, quel qu'en soit le prix. J'ai mûri l'idée, j'ai tourné ça dans tous les sens en me disant est-ce que je veux avoir ma famille près de moi et me taire, ou dire la vérité et me décharger de ce poids et perdre ma famille.
je préfère perdre ma famille et me reconstruire. Il me reste encore un peu de temps à vivre. Donc si je peux récupérer un petit peu de bonheur, un petit peu d'équilibre, je préfère perdre ma famille et créer ce que j'appelle une nouvelle famille. Des gens qui me comprennent, qui comprennent ma douleur, qui comprennent ce que j'ai vécu et qui surtout ne me jugent pas. Voilà le témoignage touchant de Maria, comme on l'a surnommée. Kathleen Marant, bonsoir, vous êtes psychologue clinicienne à la police nationale. Qu'est-ce qui explique ce délai pris par les victimes, comme par exemple cette femme qui a décidé de briser le silence après 25 ans? Bonsoir. Alors effectivement, dans les situations d'agression sexuelle, de viol et d'inceste, il y a bien souvent un délai qui peut être très important. Et la victime peut se réveiller à un moment où elle est prête parce qu'elle est confrontée à peut-être une nouvelle phase de sa vie, parce qu'elle devient mère, parce qu'elle devient grand-mère, parce qu'il y a une rencontre, parce que, comme dans le témoignage, la petite nièce est en danger. Et puis, il y a aussi des délais qui sont dus à des phénomènes d'amnésie, de mémoire traumatique, de déni ou de refoulement, un certain nombre de phénomènes qui font que la personne ne peut pas parler tout de suite. On a entendu, elle a révélé son agressivité aussi durant son enfance. Les réactions d'une victime ne sont pas toujours cohérentes? Non, les réactions d'une victime ne sont pas toujours cohérentes. C'est vrai qu'on peut s'attendre à voir une victime renfermée sur elle-même et pleurer, ça peut être le cas, mais une victime peut aussi manifester sa souffrance par de l'agressivité, par du repli, par de la violence, par de la délinquance, par des fugues ou par des comportements sexuels inappropriés que la famille va juger déviants. Par exemple. Quand elles arrivent jusqu'à vous, à la police nationale, est-ce qu'elles ont réellement envie de déposer plainte ou simplement envie d'être entendues? Alors, des fois, elles ont besoin d'être entendues et des fois, elles ont aussi besoin de déposer une plainte. Ce n'est pas toujours le cas, c'est vraiment variable par rapport au parcours de vie de la personne et aussi aux raisons pour lesquelles elle vient au commissariat. Donc, je pense que dans un premier temps, la personne a envie d'être entendue, que sa souffrance soit reconnue, que la peur qu'elle a vis-à-vis d'elle ou des membres de sa famille, la fille, la nièce ou les autres personnes qui peuvent être victimes de l'agresseur, voilà, elle a envie d'être entendue sur ça et des fois elle a aussi besoin de déposer une plainte. Est-ce qu'elles avouent tout de suite qu'il s'agit bien d'un viol? Alors, ça arrive que oui, des fois elles viennent précisément ce jour-là parce que ce jour-là il y a quelque chose à dire et que c'est ce jour-là qu'elles n'en peuvent plus. Des fois aussi elles viennent pour se plaindre d'une toute autre situation et puis au fil des entretiens on se rend compte qu'il y a des éléments sous-jacents d'abus sexuels. Est-ce que vous incitez ces femmes à porter plainte? Alors, oui, je les incite à porter plainte parce que ma fonction le veut puisque je suis sur le commissariat, mais aussi parce que je crois que ça participe au processus de reconstruction, de déposer plainte, d'aller jusqu'à un procès, d'aller jusqu'à ce que ce dossier soit traité aux yeux de la justice et reconnu aux yeux de la société. Maintenant, c'est vrai que je dois aussi essayer de protéger l'équilibre émotionnel et psychique de la personne et que une personne n'est pas forcément prête immédiatement à déposer une plainte par rapport à des craintes, comme c'est le cas dans le témoignage, elle craint que la famille ne la soutienne pas. Est-ce qu'il y a une évolution du profil de la victime en Martinique? Alors, particulièrement? Je ne pourrais pas dire qu'il y a une évolution parce que bon, c'est vrai que je n'exerce pas depuis 20 ans et puis beaucoup des personnes que je reçois sont des personnes qui ont été victimes il y a 20, 30 ans, des fois 50 ans. On a des personnes qui sont très âgées qui peuvent venir pour parler d'une agression qu'elles ont subie. Ou des femmes mariées en couple aussi? Des femmes mariées en couple qui ont pu subir des agressions au sein de leur couple ou au sein du couple précédent. Il y a aussi ce qu'on appelle le viol intergénérationnel, alors, qui est marqué, je crois, en Martinique. Voilà, c'est ce qu'on appelle une transmission transgénérationnelle, c'est-à-dire qu'on retrouve dans des schémas familiaux une grand-mère, une mère, une fille et une petite fille qui ont subi des abus sexuels, des fois de la part de membres de la famille ou dans le couple ou ailleurs. Et alors même que cette information n'a pas été transmise au sein de la famille, étrangement, ça se
Ça se transmet. Et l'important pour briser cette transmission-là, c'est surtout à un moment donné de l'évoquer. On pense que lorsqu'on n'en parle pas, on protège, mais en fait, lorsqu'on le révèle, on protège. Il faut briser le silence. Merci beaucoup, Kathleen Marant, pour toutes ces précisions. Et je rappelle un numéro de téléphone, l'association de soutien aux victimes. Il s'affiche donc ce numéro juste en bas de votre écran. C'est le 0696 50 12 11. Merci beaucoup pour le travail que vous faites. Merci. À suivre dans votre journal, le retour des sargasses inquiètes, attendu en masse le mois prochain. Dans ce journal, le quotidien d'un couple d'habitants du Robert condamnés à quitter leur domicile le soir pour aller dormir sur un bateau. Insurrection populaire en Haïti, la population est dans la rue. De nouvelles manifestations ont éclaté entre les forces de l'ordre et la population qui réclame le départ du président Jovenel Moïse. Et puis nous serons en direct depuis Sainte-Marie où se jouera dans un instant la rencontre samaritaine, club franciscain. Un banc de sargasses menace nos côtes. Elles devraient arriver en masse dès mars prochain, alors que les conditions de vie sont déjà difficiles. À l'exemple de David et Valérie, habitants du Robert, dont la santé est déjà fragilisée, incommodés par les odeurs, ils dorment désormais sur leur bateau. Delphine Besse et Stéphane Petitfrère. Un quartier paisible quelque part à Pointe-Savane. Si l'on ne voit pas l'océan, l'odeur des algues en décomposition arrive bien jusque-là. David et Valérie n'en peuvent plus. Les bidons d'eau, là, t'as mis dans la kangou ? Ouais, c'est bon, ça va être chargé. Nous sommes surtout très fatigués de subir cette situation. On n'en voit pas le bout et on n'a aucune date de retour dans notre maison. On s'installe dans le bateau, on verra jusqu'à combien de temps. La maison n'est plus qu'une base arrière. Chaque jour, le couple vient faire la lessive et récupérer de quoi passer la nuit sur son bateau. Alors, qu'est-ce que vous emmenez avec vous, monsieur ? Tout le matériel nécessaire pour passer la journée, la nuit. On essaye de rien oublier parce que sinon, c'est des allers-retours intempestifs. La décision a été difficile. Le couple travaille à temps plein. Valérie est pharmacienne hospitalière, David est skipper. Et cette organisation au quotidien n'a rien d'aisé. Chaque fin de journée, David et Valérie rejoignent leur voilier qui les attend face aux îlets. C'est notre système d'aller-retour régulier. On s'arrange. Je pense que petit à petit, on va s'arranger, mais quand on travaille en journée et puis avoir tout ça à trimballer, cette logistique, j'espère qu'on trouvera un moyen petit à petit un peu plus simple de vivre comme ça, quoi. Pour l'instant, la zone est respirable et plusieurs bateaux s'y réfugient. Sur ce 11 mètres, le confort est spartiate. Mais on y respire l'air pur, libéré des migraines, des vomissements, de l'urticaire causée par les gaz toxiques. À bord, pourtant, l'esprit n'est pas serein. Valérie peut être appelée en urgence la nuit à l'hôpital. Et David, quand il a des clients, doit faire entièrement place nette à bord. Lorsque j'ai une sortie à la journée, on est obligé de débarrasser tout le bateau, de le ranger convenablement à chaque fois. On partage la vie entre une maison d'habitation et un bateau de travail, donc ça devient compliqué, quoi. Il y a plein de personnes, mes voisins, qui sont encore dans le quartier, qui n'ont pas d'hébergement possible secondaire. Moi, j'estime que je suis totalement vernie de pouvoir choisir ce que je respire. Et je ne veux plus respirer la sargasse. Le couple a trop peur des conséquences à long terme sur la santé. Avec le collectif SOS Sargasses, tous deux vont porter plainte contre l'État pour non-assistance à personne en danger. Partout en Haïti maintenant, je vous le disais, la population a encore manifesté aujourd'hui pour exiger le départ du président Jovenel Moïse. Tout cela cristallise le mécontentement. La crise actuelle est en grande partie économique, mais on reproche à celui qui préside le pays depuis 2 ans des promesses sans résultat. Michel Gendre. Moi, c'est Jovenel Moïse. Nek bonhomme. Rêve-moi. Jovenel Moïse est celui qui, en 2015, prétendait redonner la banane à Haïti. Nek banane, c'est chimer la vie meilleure. Mais 2 ans après avoir revêtu l'écharpe présidentielle, la révolte en cours apparaît bel et bien comme une peau de banane dont il pourrait ne pas se relever. Alors que le mouvement de protestation se radicalise et que les manifestants ne jurent que par le départ du président, Jovenel Moïse s'est enfermé dans un étonnant silence. Peut-être mise-t-il sur un essoufflement de la contestation ou sur le soutien de Washington,
étant donné qu'il a rompu avec Nicolás Maduro et reconnu le chef de l'opposition vénézuélienne en tant que président. Ce n'est pas la première fois, en tout cas depuis son entrée en fonction en février 2017, que sa légitimité est remise en cause, notamment par une opposition particulièrement revancharde. Les émeutes de juillet 2018 liées au projet de hausse du prix de l'essence ont marqué un tournant de son mandat. Son premier chef de gouvernement a été emporté et le déficit public a continué de se creuser. Pour la population, cela a signifié une montée en flèche de l'inflation et une perte de pouvoir d'achat. Une dégradation économique, doublée d'une incapacité de l'exécutif à régler les problèmes de corruption et de gaspillage des fonds publics. Une situation intolérable, notamment pour une jeunesse au chômage, frustrée des promesses de la caravane du changement promis par le président. Grâce à la caravane du changement, nous avons construit route, barrage d'irrigation, nous avons tiré rivière, canal, nous avons travaillé pour nous mettre courant 24/24. Jovenel Moïse a promis monts et merveilles comme la distribution d'électricité en permanence dans tout le pays. Au final, il a surtout rendu la situation particulièrement électrique. Allez, on va parler football après la victoire du Golden Lion hier soir face au club colonial. Ce soir se joue la deuxième demi-finale du Trophée Margaillard. La Samaritaine est opposée au club franciscain au stade Mendezès à Sainte-Marie. C'est là-bas que nous retrouvons Christophe Arnerin. Christophe, alors quelle est l'ambiance quelques minutes avant le début du match ? L'ambiance est déjà survoltée ici, Catherine. Il faut s'attendre à de la dynamite pour 3 raisons. Tout d'abord, la dernière fois que le club franciscain s'est déplacé ici au stade Claude Géléo Mendezès, le match a été arrêté avant la fin alors que les franciscains menaient 3-0. Ensuite, je vous rappelle que depuis la dernière défaite des franciscains, justement qui était menés 2-0 face à l'Aiglon, ils sont à la recherche de ce chemin de la victoire. Et puis enfin, ici, la Samaritaine va chercher à mettre les bouchées doubles. La Samaritaine 4e au classement de Régional 1 qui va faire certainement de cette compétition une priorité puisqu'elle aura en son sein un renfort de choix sur le banc. Il s'agit de l'entraîneur Guy-Michel Nizas qui a rejoint justement le staff. En tout cas ici je peux vous dire qu'il y a une petite brise qui souffle mais ça ne risque pas de calmer la chaleur des supporters samaritains qui sont présents en nombre. Il paraît également qu'un bus du club franciscain avec des supporters devient arriver dans quelques instants. En tout cas je peux vous le dire, ici on aura une ambiance survoltée. On se retrouve demain pour un résumé complet. Merci beaucoup Christophe Arnerin, bon match et à demain pour le résumé. On va revenir avec la victoire du Golden Lion de Saint-Joseph hier soir face au club colonial, score 2-0 et vous allez le voir, des Joséphins impressionnants. Le résumé signé Emmanuel Larade et Patrice Châteaudégard. Le Golden Lion en rouge n'a pas raté son entrée dans l'édition 2019 de la Coupe MMG Mutuelle Margaillard. Face au club colonial, le tenant du trophée qui compte plusieurs joueurs sélectionnés dans ses rangs a dès la 6e minute porté le danger dans le camp clubiste par Jordi Boriel. Mais le coup franc de Kevin Parsemin ne donne rien. Quelques minutes plus tard, l'attaquant clubiste Alessandro Leticia croise trop son tir. À la 27e minute, Jordi Boriel s'enfonce dans la défense du club colonial. Kevin Parsemin est contré. Sur le corner qui suit, le défenseur joséphin Jérémy Lienafa monte en attaque, touche le montant droit du pontier Sébastien Varsovie. La mi-temps est sifflée sur le score de 0-0. À la reprise, des changements sont effectués des deux côtés. Le Golden Lion maîtrise un peu mieux son sujet et profitant d'une hésitation de la défense clubiste, Kevin Parsemin inscrit le premier but de la partie à la 48e minute. Les clubistes tentent de revenir, mais Loïc Chauvet s'interpose sur cette action. 74e minute, Kevin Parsemin pivote et frappe. Sébastien Varsovie se met une nouvelle fois en évidence. À la 86e minute, Michael Biron rate une nouvelle occasion, mais se rattrape sur l'action suivante. Il va marquer le deuxième but de son équipe dans la cage totalement vide. C'est un match à l'extérieur. Il était important pour nous de venir le gagner ici et surtout sans en encaisser pour pouvoir
essayer au moins au match retour de pouvoir gérer le match retour. C'est ce que nous avons pu faire, gagner le match 2-0 et nous allons essayer de pouvoir faire un bon résultat à la maison. Bien sûr qu'on n'a pas su se mettre au même niveau parce que déjà d'une part j'ai quand même pas mal de titulaires absents et d'autre part j'ai privilégié du temps de jeu pour tout le monde, sachant que nous on a un match vendredi très important dans le cadre du maintien. Oui, un match retour, mais je vais d'abord passer les 2 premiers matchs de championnat qui arrivent. Donc ça veut dire qu'on arrivera là-bas non pas en équipe vaincue, mais pourquoi pas renverser la vapeur. Les clubistes vont-ils inverser les choses? Réponse au match retour le 31 mars à Saint-Joseph. C'est mercredi, jour des enfants, et pour ceux qui sont en centre aéré, c'est le défoulement assuré au centre de loisirs de Redoute. Plusieurs activités sportives et découvertes sur le thème manger, bouger aux Antilles étaient proposées. Entre voile et gommiers, difficile de choisir. Muriel Tozia, Christophe Arneur. Parce que le gommier n'attend pas le nombre des années, ceux-là ont entre 6 et 10 ans pour découvrir la voile tradition. Et ce matin, les risées sont au rendez-vous. À bord, sous les ordres du patron moniteur, chacun est à son poste, on s'initie à la barre, à l'écoute et sans complexe au bois dressé. Ils sont très à l'aise sur les bois dressés. Là, on est sur un groupe qui a un petit peu l'habitude, donc on fait tourner un peu les postes. Là, en l'espace de 30 minutes, on a déjà eu 5 personnes sur les écoutes et j'ai déjà eu 4 bowers différents. Ce sont les futurs yoleurs de la yole Savazaféon. Les gommiers ont été adaptés pour l'initiation. L'hybride, de dimension réduite, porte une voile de 8 mètres carrés pour permettre à ses petits poids légers de garder plus facilement le cap. Pégase n'a pas perdu de sa fougue d'ancien gommier de compétition, mais est devenu plus ventru avec les années pour offrir une meilleure stabilité sur l'eau. Résultat, après quelques semaines de pratique, l'appréhension a laissé place au plaisir et les réflexes sont déjà là. Ça fait pas peur. Avant, j'avais peur, mais j'ai vaincu ma peur. Tu arrives à sentir quand le bateau on commence à partir à la gîte? Oui, en fait, quand le bateau monte, on déplie nos jambes. Et puis quand il descend, eh bien, on rentre dans le bateau. Ça me plaît de faire du gommier. Il y a le WTC, il y a les écoutes, il y a aussi la voile à tenir. Je peux faire le WTC et les écoutes et puis tenir la voile. Peut-être ça nous donne du travail. Et du travail, il y en a tous les jours. Le centre ne désemplit pas. Pour les écoles, en semaine, dans le cadre des activités sportives, les centres de loisirs et l'UNSS les mercredis. Ici, des générations d'enfants et de jeunes sont formés à la voile et même au-delà, au patrimoine nautique martiniquais. C'est la transmission générationnelle. Déjà, on a la pratique du gommier, ça fait partie de notre patrimoine culturel. Maintenant, ça fait partie du paysage sportif aussi. Donc, on fait d'une pierre deux coups en transmettant aux enfants des éléments de notre culture et aussi en leur donnant une pratique sportive. De la voile au gommier, du loisir à la compétition et à la yole, peut-être se cache-t-il ici un futur vainqueur d'un tour de la Martinique des yoles rondes. Voilà, ils sont impressionnants, c'est sûr que c'est la relève. Demain, c'est la Saint-Valentin, la fête des amoureux. Alors, certaines et certains déclameront leurs flammes avec des fleurs ou pas. Les commerçants se frottent les mains comme les fleuristes car leurs recettes s'envolent à cette période. Irène Emonide et Olivier Nicolas Duclos. Ils sont au moins 6 pour les compositions. La Saint-Valentin, c'est demain. La fête des amoureux. Marie-Agnès, 25 ans de métier, est installée en plein cœur de Fort-de-France depuis le 1er décembre dernier. C'est donc une première pour elle. 1500 roses pour cette journée. Elles viennent de Colombie, de Hollande et du Morne Rouge également. Le reste est histoire d'originalité, de créativité. Nous spécialisons dans un design floral caribéen, mais nous avons associé la rose rouge avec aussi nos fleurs locales. Et puis, nous avons mis en valeur notre rose, la rose porcelaine, parce que ça nous semble aussi important de pouvoir la mettre en avant en cette période de Saint-Valentin. Donc là, on est en plein préparatif. On veut avancer au maximum pour que demain matin, 7h, nous soyons prêts pour les clients. Et quartier Dillon, Iris, 45 ans d'expérience, 1200 roses à habiller. Et elle en a vu défiler des Valentins. Tu es le phare qui illumine mon cœur.
des points de machin. Oui. Le jour que tu t'éteindras, je m'écraserai sur le rocher du désespoir. Mon Dieu, ça très bien écrit. C'est comme je... Oui. C'est comme tu penses. Oui, comme je le voulais. Beaucoup de chaleur, beaucoup d'effervescence. Parce que ces messieurs sont un petit peu effervescents parce qu'ils ne savent pas ce qu'on écrit sur les cartes, comment tourner la phrase. Donc c'est là que notre conseil intervient et souvent on est dans l'intimité, en fin de compte. Oui, c'est important de marquer ce jour-là parce que après c'est la journée. Ils ont dit pour montrer l'amour, mais bon, après c'est tous les jours. Et puis j'ai bisous ma Barbie. Bouquet, composition, rose à l'unité pour toutes les bourses. Démontrer son amour a donc un coût. Ce 14 février qui tombe bien avant les jours gras arrange considérablement les affaires des professionnels. Voilà, demain, alexandrin et poésie seront à l'honneur. Je vous rappelle l'une des informations que nous avons développées ce soir. 9 Vénézuéliens présentés en comparution immédiate. Ils ont été interpellés par la Marine nationale alors qu'ils convoyaient de l'herbe de cannabis. Un procès sur fond de crise sociale et économique au Venezuela. On se retrouve dans un instant pour le développement de l'actualité nationale et internationale. À tout de suite.